à tous, déjà, oui, premièrement. bonjour à tous. On va commencer par une petite introduction un peu succincte sur les bases pour commencer son projet. Donc Jérôme, si je te laisse commencer à amorcer le... Ouais, bah, Oui. carrément. En fait, du coup, là, l'objectif donc de ce webinaire, c'est donc de retracer un peu, nous, la manière dont on va travailler sur les sites. On va décortiquer, en fait, trois études de cas pour vous expliquer un peu comment s'est déroulé le projet, comment on a commencé et du coup, bah, quel est le résultat qui a été abouti. Et donc là, sur cette slide, on voit que donc, les bases pour bien commencer son projet, c'est donc tout d'abord de définir un cadre. C'est ce qu'on va appeler, nous, le brief client. C'est un document dans lequel on va réunir plein d'informations qui vont être vraiment primordiales pour la suite du projet, parce que en fait, sans ces éléments-là, on avance dans le vide. Donc, c'est aussi là l'enjeu en fait, d'un bon projet réussi, c'est aussi que les deux parties s'impliquent à fond dedans, parce qu'en fait, sans l'aide des clients, nous, on ne peut pas réussir un projet. Le deuxième point, c'est aussi de sensibiliser un peu le client. Tous les clients n'ont pas la même maturité en fait, digitale. Et nous, notre objectif aussi, c'est de faire parler notre expertise pour montrer aux clients du coup les bonnes pratiques qu'il peut y avoir et dans quelle direction ils doivent s'orienter par rapport à leurs objectifs, leurs valeurs et compagnie. Un troisième point très important aussi, du coup, c'est donc de connaître les utilisateurs du client, c'est-à-dire qui est-ce qui va utiliser la solution, que ce soit un site web ou d'autres services. En tout cas, l'important, c'est bien de savoir qui va aller dessus, parce qu'en fait, on ne design pas pour le client et on ne design pas pour nous-mêmes, on design vraiment pour des utilisateurs. Donc, du coup, sans cette information-là, on n'est pas sûr du coup de viser juste quand on va créer un site web. L'avant-dernier point, donc, c'est de connaître les objectifs du client. Ça rejoint un peu du coup ce que je disais avec le cadre du projet, donc de réunir un peu toutes les informations. C'est que donc il faut qu'on puisse connaître l'objectif du site pour que nous on puisse designer correctement en fait les différents éléments pour que la conversion vers les objectifs se fasse. Et le dernier point, ça va être de créer une arborescence. On rentrera un peu plus en détail. De toute façon, tous ces points, on va les développer un peu aussi par la suite. Là, c'est un petit récap. Mais voilà, l'idée, c'est de créer aussi une structure, de hiérarchiser, de structurer en fait, le contenu pour que le projet il ait aussi une base solide et que ce ne soit pas juste une belle enveloppe. Bon, maintenant, vous présentez les trois projets qu'on a choisis pour parler justement de comment réussir son projet web en 2022. Donc, il y en a trois différents. Donc, le premier, c'est Albarest. Je vais laisser Jérôme qui a travaillé dessus en parler un petit peu plus. Ça, Albarest, c'est le projet là qu'on vous présente qui est le plus ancien. En fait, Albarest, c'est une société d'investissement lyonnais qui accompagne aussi les dirigeants. Et quand ils nous ont contactés, ils étaient en pleine création. Il y avait une sorte de remodelage un peu de la structure. Et du coup, il y a des associés qui se sont réunis et qui ont voulu repartir de zéro. Donc, pour ce projet-là, on a fait toute une création de marque. On a commencé par le naming et on a fait ensuite le logo, l'identité visuelle jusqu'au site internet. Donc, un projet aussi assez complet, mais qu'on vous présente aussi aujourd'hui, qui est assez intéressant parce que du coup, il fait partie un peu de nos anciens processus, de nos anciennes méthodes de travail. Et du coup, c'est aussi intéressant de voir l'évolution qu'on a eue par rapport à ça. Et qu'on verra aussi du coup donc cette transition entre Albarest et Parc Esport, qui était un projet aussi de Loïc. Ce sera du coup Parc Esport, ouais, c'était un projet avec les nouveaux process. C'était pas un de nos premiers projets avec les nouveaux process, mais il faisait partie un peu de cette nouvelle tendance. Et du coup, c'était un projet qui visait à mettre en valeur les réalisations dans le secteur du paysage, de l'aménagement urbain lié à toutes les pelouses, les parcs, etc. Et l'objectif, en fait, c'était vraiment de mettre en valeur ces réalisations, chose qui n'était pas le cas sur le site. On va développer un peu ça tout à l'heure. Mais du coup, là, on vous présentera un petit peu plus nos méthodos, donc les wireframes, nos nouvelles façons de travailler via Figma, etc. Et du coup, tout ça s'ancre un peu dans ce projet-là. Et enfin, on finira par Gestetude que Jérôme a réalisé. Gestetude, un projet pour le coup assez récent. Gestetude, c'est des gestionnaires de résidences étudiantes qui sont implantés majoritairement à Lyon, mais également à Montpellier et à Saint-Étienne.
Et eux, l'objectif, c'était vraiment de digitaliser un peu leur offre et en fait d'avoir une image qui parlait un peu plus à leur cible. Donc, du coup, pareil, on verra un peu plus en détail quand on présentera ce projet, mais ça aussi, c'était un projet assez complet parce que donc on a eu une refonte de l'identité, du site internet, on a eu pas mal de supports aussi d'impression pour la communication, donc un projet global qui est assez intéressant à présenter. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, je vais reprendre un peu la main là sur l'ordi pour vous montrer. Hein, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans le chat. On va essayer d'être réactif là-dessus. Pour Albarès, comme je l'ai expliqué tout à l'heure lors de l'introduction, l'intérêt, c'est vraiment au début de bien connaître son client. C'est-à-dire quand on se lance sur un nouveau site, sur un nouveau projet avec un client, il faut qu'on puisse avoir le maximum d'informations sur son secteur d'activité, sur leurs ambitions, sur les envies qu'ils ont sur le site, pour que nous, on puisse répondre au mieux à leurs attentes. Je le répète, mais je l'ai déjà dit, c'est un élément donc, qui est important, c'est qu'on ne design pas pour nous. Hein. On a souvent un peu aussi du coup cette image, les designers, ils ont leur style, ils vont faire un peu comme ils ont envie, un peu selon leur humeur, mais c'est faux. Enfin, on peut avoir un style, mais en tout cas, nous, l'objectif, c'est vraiment d'être le plus cohérent avec les objectifs et les besoins du client. Pour ça, souvent, quand on démarre un projet, nous, il y a les commerciaux qui, en amont, vont envoyer en fait, des questionnaires aux clients. Et nous, on va le réunir dans un document. Donc là, je vous montre un template. Hein, c'est quelque chose d'assez neutre, mais c'est pour vous donner un peu un exemple de la quantité aussi de matière qu'on reçoit et l'importance de ces différents éléments pour partir sur de bonnes bases sur un projet. Bon, là, je vous passe un peu l'introduction, mais nous, ce qui est important, en fait, c'est de connaître souvent un peu l'histoire, l'activité, en tout cas l'historique de l'entreprise. Ça permet aussi de cerner un peu l'ambiance de la boîte. Est-ce que c'est quelque chose de plutôt familial? Est-ce que c'est une multinationale? Est-ce qu'ils sont plutôt jeunes? Est-ce qu'ils sont plutôt âgés? Enfin, quelles ambitions ils ont un peu là-dessus? Et du coup, de réunir aussi toutes ces informations, comme le domaine d'activité, le chiffre d'affaires actuel, ça c'est aussi un élément qui peut nous permettre de bien saisir un peu l'ampleur que peut avoir cette société dans son environnement géographique. Et après, on a tous les éléments aussi donc, sur les valeurs, les facteurs différenciants, enfin, l'offre en fait, que va proposer la boîte. Et nous, derrière, on développe vraiment sur le projet, à savoir votre projet, si vous deviez le résumer en quelques lignes, qu'est-ce que c'est et pourquoi il est nécessaire. C'est-à-dire qu'on a tous des ambitions différentes et quand on démarre une refonte, le fait de savoir déjà pourquoi on a envie de refaire son site, si on dit juste c'est parce que en fait, je trouve qu'il n'est pas joli, c'est pas forcément la meilleure des raisons parce qu'il y a souvent d'autres choses qui se cachent derrière et nous aussi l'objectif derrière c'est de creuser un peu pour savoir certes il est peut-être pas, on va pas dire joli, on va dire qu'il n'est pas actuel ou qu'il ne correspond pas forcément à votre besoin, à votre cible, à vos ambitions. Mais du coup, c'est justement tous ces éléments-là qu'on a besoin de savoir un peu en amont, d'aller creuser pour dire quel est votre objectif, pourquoi on a fait une refonte, et du coup, pour que nous, on puisse avoir toutes ces infos, en disant, OK, votre objectif, c'est d'avoir une meilleure conversion en ligne, du coup, on va s'orienter là-dessus et on va essayer d'organiser tout le site pour qu'il y ait cette conversion vers cet objectif-là. Donc voilà, c'est un peu du coup un document, on a les objectifs, les cibles aussi du coup qui sont, on parlait des utilisateurs tout à l'heure, quelle est la cible de votre site internet. Et un des éléments aussi qui est assez intéressant, enfin moi je m'en sers beaucoup, on demande en fait aussi à nos clients de lister en fait des concurrents et de commenter, ça c'est très important, de nous dire en fait en gros ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas chez eux. Et pareil, on peut aussi leur demander en fait, des sites plutôt d'inspiration, en fait, qui ne sont pas forcément donc des concurrents, qui ne sont pas forcément rattachés à leur secteur d'activité, mais en tout cas pour lesquels ils vont avoir des fonctionnalités qui leur plaisent ou un style. Nous, ça nous aide beaucoup. En fait, ça va nous prémâcher un peu le boulot. On va le refaire et on va le pousser un peu plus loin en fait, derrière. Mais en tout cas, ça nous sert de base pour savoir un peu justement dans quel état d'esprit les clients vont se situer.
C'est-à-dire, est-ce que du coup, ces concurrents qu'ils ont trouvé, est-ce que ça leur plaît pas du tout? Du coup, on sait qu'il ne faut pas du tout qu'on parte dans cette direction. Ça peut aussi nous servir de cadrer un peu le client à ce moment-là. C'est-à-dire que s'ils nous disent, bah, ça, ce site, j'adore ou j'aime pas, et que nous, on sait que c'est pas forcément pertinent justement par leurs objectifs, on va pouvoir aussi les recentrer à ce moment-là en disant, bah, écoutez, là, sur les références que vous nous avez sorties, vous avez dit que c'était super. Bah, nous, on pense qu'on peut faire mieux et on va vous expliquer pourquoi. Donc, tous ces éléments, toutes ces infos qu'on récolte, elles sont super importantes parce que du coup, elles vont vraiment nous permettre de cadrer au maximum le projet. Donc voilà, moi, je passe après tout le reste qui est un peu moins intéressant. Mais du coup, sur Albarest, si je reviens sur cette histoire de bien connaître le client, nous, ça nous a permis d'ailleurs pour le naming d'abord de savoir en fait à quoi ils étaient sensibles, tout ça. Donc le Albarest, c'est marqué d'ailleurs ici, c'est la compression donc, de Albaron et du point cardinal Est, parce que donc ils voulaient vraiment s'implanter dans la région Est, et puis ils avaient une approche assez humaine, donc ils voulaient gravir des sommets ensemble, c'était un peu leur baseline, d'emmener tout le monde vers le haut. Donc il y avait un côté alpin qui ressortait. Donc on a travaillé tout ça ensemble, mais le fait de bien connaître les clients, ça nous a permis aussi de les orienter et de les amener vers une piste qui les séduit. Pareil du coup pour toute la déclinaison, on va dire, de la charte graphique, c'est qu'on est parti donc sur des teintes qui étaient plutôt bleues parce qu'on était dans un milieu plutôt institutionnel, on est sur du B2B, on voulait quelque chose de plutôt calme, des couleurs froides un peu qui pouvaient être contrastées par des petites pointes un peu plus chaleureuses, mais quelque chose d'assez neutre en fait, pour avoir un site plutôt épuré, assez aéré. On le retrouve aussi sur le choix des typographies. On a mélangé deux typos qui sont un peu opposés, avec serif, c'est ce qu'on appelle donc les empattements, qui vont donner un côté un peu plus prestigieux, un peu plus haut de gamme, et qui va donner un vrai caractère en fait à l'identité, contrasté avec une typo pour le coup là, qui est linéale, donc sans empattement, beaucoup plus géométrique, et qui sera beaucoup plus lisible et accessible pour des sous-titres, des éléments comme ça. Il y a un petit élément aussi là, qui est intéressant, c'est que pour ce site, on a créé des illustrations sur mesure. C'était vraiment pour renforcer un de leurs objectifs, donc encore une info qu'on avait récoltée en amont, sur le fait d'avoir un côté très humain, une proximité. Donc on a créé des illustrations sur mesure, donc pour renforcer ce côté justement un peu de proximité, de chaleur, cette connexion un peu avec l'humain sur le conseil, quoi. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, je peux vous mettre aussi dans le chat cette étude de cas si vous voulez la consulter de votre côté. Vous verrez que sur le site de Pilotine, on a à peu près toutes les études de cas récentes des sites qu'on a pu faire. Donc, vous pourrez aussi la consulter. Je ne vais pas la dérouler en intégralité. Je vais juste vous montrer du coup un dernier élément, c'est les maquettes du coup qui avaient été faites sur Sketch, qui permettra de vous montrer un peu l'ancien process qu'on avait et comment on a évolué depuis. Donc là, je suis sur le logiciel Sketch, c'est un logiciel qu'on utilisait avant. Aujourd'hui, on est passé sur Figma. Ça fait l'unanimité. Donc, d'ailleurs, vous pouvez peut-être nous dire aussi dans le chat si vous êtes plutôt, je ne sais pas s'il y a des designers avec nous, mais si vous êtes plutôt team Figma, Sketch ou éventuellement XD. Nous, on a fait notre choix. Mais en tout cas, donc, quand on était sur Sketch, c'était un logiciel qui nous convenait très bien à l'époque. Mais on a eu des besoins un peu plus poussés en termes d'interaction et puis aussi même de gestion. Donc, je vois qu'il y a des gens qui utilisent XD. Team Photoshop, mais ça, c'est pour le web design, c'est un peu évolué. OK, il y a pas mal de gens qui utilisent XD, c'est intéressant. Okay. Je vous encourage vivement à découvrir Figma. Mais en tout cas, moi, si je reviens un peu sur Sketch, si je vous montre rapidement les maquettes, je vais peut-être même plutôt m'attarder un peu sur la feuille de style. Ça, c'est un élément qu'on a commencé à mettre en place pour la transition entre le design et le développement. On réunissait un peu les assets, les éléments importants du site, comme les couleurs, la typographie, les boutons, tous les éléments un peu interactifs. Et en fait, on s'est rendu compte que chaque designer faisait un peu cet élément chaque fois à sa sauce et que c'était peut-être plus pertinent de trouver un truc un peu plus global qui nous permettrait de cadrer un peu en fait, cette transition pour que aussi, quand un designer transmet quelque chose à un développeur, en fait, on ait la même charte, on ait la même dynamique et
que les développeurs aussi soient moins perdus derrière, quoi. Je vais laisser peut-être Loïc du coup prendre la main sur la suite pour montrer un peu du coup l'évolution aussi qu'on a eu avec Parquet Sport et puis vous montrer du coup d'autres aspects de la conception d'un site web, quoi. Effectivement. Du coup, on va passer à Parquet Sport avec un peu le lien Sketch jusqu'à Figma. Donc Sketch était utilisé avant mon arrivée chez Pilotine. Donc moi, je suis arrivé, il y avait directement Figma qui avait déjà été mise en place avec une librairie, etc. Et comme l'a dit Jérôme, en fait, dans un objectif de vraiment transmettre au mieux les informations, que ce soit pour les développeurs ou même entre designers, typiquement si dans quelques années, un autre designer reprend un projet, etc., il aura une structure commune qu'il connaîtra, même si on va apporter des évolutions au fur et à mesure dans la librairie, etc. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur Figma nous permet vraiment d'avoir un travail qui est évolutif et surtout d'avoir une base commune que chacun peut utiliser et s'approprier. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait avec Parquet Sport. Donc Parquet Sport, je l'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'était un projet de site vitrine qui présentait les différentes solutions du groupe. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment de mettre en avant, via l'image, via les textes, etc., les réalisations. Donc on avait, pour l'instant, le site n'est pas encore sorti, il est en cours de développement et en pré-production en soi. Et du coup, le site actuel ressemblait à ça. Et vous voyez que dans un objectif de vraiment mettre en avant les réalisations, on a finalement très très peu de photos, on a juste cette grande image. Dans les réalisations, on n'avait pas spécialement les images qui s'affichaient correctement. Vous voyez qu'ici, c'est un petit peu cassé, etc. Et du coup, nous, notre objectif, ça a vraiment été de retravailler tout ça. Donc, je vais vous montrer ça via directement Figma. Et pour laisser place en plus à l'image, etc., ce qu'on a fait, c'est à chaque fois qu'on prend un projet web, on crée des wireframes. Donc, les wireframes, qu'est-ce que c'est? C'est le site web, mais version très, très légère, c'est-à-dire on a juste les différentes sections qu'on va utiliser. On n'a pas de couleur, on n'a pas de typographie, on n'a pas de visuel. L'objectif, c'est vraiment de valider une structure et un parcours utilisateur. Donc, on design le menu. Lorsque je vais cliquer sur prototype, vous voyez qu'il y a des liens qui sont faits, qui ramènent vers les bonnes pages, etc. Et tout de suite, en fait, ça permet au client de se projeter un petit peu plus concernant son site web et de naviguer, de voir si le parcours utilisateur qu'on lui a proposé il est correct. Et pour faire les wireframes, nous, on s'appuie sur une arborescence. Donc ça, c'est aussi en amont du projet qu'on définit avec Samy, notre commercial. Donc Samy, notre commercial, propose une pré-arborescence en lien avec ce que le client lui dit. Je crois que même qu'il le co-construit un petit peu avec le client. Et du coup, nous, notre objectif, c'est qu'on reçoit ce document, on le re-challenge un petit peu, on fait en sorte de tout simplement le rendre le plus précis possible et le rendre le plus utilisable possible. On va le challenger un peu aussi, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a une première mouture qui est faite et nous, derrière, on essaye d'analyser avec notre regard plutôt du coup de designer en disant là, il y a peut-être une incohérence plutôt par rapport au parcours utilisateur. En fait, c'est tout ça qu'on va regarder pour essayer d'affiner un peu ces éléments. C'est ça. En général, ce qui revient, c'est par exemple des pages archives, c'est-à-dire des pages, des pages qui regroupent plusieurs contenus dans une seule page qui ne servent pas forcément à quelque chose parce qu'on pourrait mettre directement une entrée dans le menu, des petites sections qui sont à des endroits pas forcément très précis. Du coup, nous, on est là pour dire cette section est cool, mais on va peut-être plus la mettre ici. Enfin, on retravaille un peu tout ça pour avoir justement des wireframes. Et du coup, on présente ces wireframes aux clients. En général, on a quelques petits retours, des petites choses. Si on a le contenu, on intègre tout de suite au wireframe. Avoir le contenu, on ne l'a pas dit avant, mais c'est vrai que d'avoir le contenu, très important. C'est ultra important pour réussir son projet. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence à faire des wireframes et du web design sans avoir le contenu, et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on reçoit justement ce contenu, on va se dire j'aurais peut-être présenté le contenu différemment, j'aurais peut-être fait autrement une disposition parce que le truc qu'on avait prévu en amont n'est pas forcément ultra pertinent. Si on donne un exemple concret, par exemple, où là, on va mettre en avant les activités. Là, nous, on est parti sur une base de 3 activités. Mais si derrière, le client nous dit non, mais en fait, moi, j'en ai 12 à présenter, je veux qu'elles soient toutes présentes sur la homepage. Ou pareil, même pour du contenu texte, en fait, sur des explications de pages à propos, tout ça. Si je montre aussi un exemple
de sections, on va avoir du texte et une image. Ben, donc nous, là, vous voyez que souvent, quand on a souvent donc pas les contenus, donc on va mettre du lorem ipsum, hein, donc c'est juste du texte de remplissage. Ça a un énorme impact si on a le vrai contenu à ce moment-là, parce que si le client, là, pour cette partie-là, il veut qu'on rajoute l'équivalent d'une page A4, cette disposition-là ne va pas du tout marcher, parce que du coup, ça ne va pas fonctionner avec la quantité de texte. Donc, voilà, c'est ça. C'est exactement. Il faut récupérer les images et le texte à part du client. Ça, c'est hyper important. Je rebondis sur ce que dit Julien dans le chat. C'est vraiment primordial pour partir sur de bonnes bases pour votre projet, parce que sinon, en fait, plus votre maquette, elle va être proche du rendu final, mieux ce sera. Parce que sinon, en fait, vous allez décaler le problème. Et nous, c'est ce qu'on a aussi souvent, c'est que c'est au moment du développement, au fait, on récupère les contenus et là, on se rend compte qu'il y a des sections qui ne fonctionnent pas très bien parce qu'elles ne sont pas adaptées à ce que nous, on avait prévu à l'origine. C'est ça. Par rapport aux images, c'est vrai que c'est bien de les avoir. En général, les images des clients, des fois, il y a des petites coquilles, etc. Du coup, en général, nous, ce qu'on fait pour les maquettes, c'est qu'on met des placeholders, c'est-à-dire des images qui sont fausses, tirées de banques d'images, etc. Et ensuite, on fait une espèce de petite sensibilisation au client en lui disant, voilà, nous, on avait imaginé ce genre de choses, etc. Une sorte d'ambiance. Si le client les a, tant mieux. Si les clients ne les a pas, là, on peut se permettre de fournir un service supplémentaire, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut être assez vigilant. Parce que c'est vrai que même si vous avez un site qui est super cool, etc., et que vous avez des vieilles images Shutterstock, ça pique un petit peu. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a fait cette partie de wireframe, ce qu'on fait aussi lors de la réunion où on va présenter tout ça, c'est qu'on propose 2 pistes graphiques. Donc, 2 pistes graphiques qu'on essaie de faire le plus distinct possible. Là, typiquement, on avait ici une image en pleine page. En fait, en fond, c'était une vidéo. On présentait les activités sous forme de petites cartes animées, etc. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'avoir une DA un petit peu plus, ici, d'avoir une DA un peu légère, avec une couleur un peu bleutée qui vient trancher avec le jaune, éviter d'avoir un truc un peu agressif, etc. Et du coup, faire ressortir un peu les réalisations, les actualités. Enfin, on était vraiment sur quelque chose de relativement sobre et de simple. Et une autre DA qui est en général un peu plus osée, même dans la plupart de nos projets, ce qu'on fait, c'est qu'il y en a une où on respecte à fond un champ graphique du client, où on essaye d'être le plus proche de ce que le client a déjà, en optimisant un peu. Voilà, c'est ça. En appliquant les bonnes méthodes, etc. Et une piste un petit peu plus disruptive, qui, elle, va venir un peu challenger le client en lui faisant se poser des questions, en lui demandant est-ce que c'est pas mieux d'aller vraiment dans quelque chose d'assumé, de franc, et de dire voilà, moi je sors un peu du cadre que j'ai et je vais faire quelque chose d'un peu plus funky, etc. Et à nouveau, d'ailleurs, aussi, je précise que souvent, ces pistes, on se sert beaucoup du coup des infos qu'on a eues en amont sur, par exemple, le secteur d'activité et tout ça. Et donc là, la piste que tu vas présenter, tu t'étais vraiment du coup orienté sur le côté, l'imagerie un peu sportive, quelque chose d'assez brut, tout ça. Donc, c'est aussi des choses qui nous permettent, les infos qu'on a récoltées, nous permettent de faire ces choix par la suite. C'est ça. Et puis là, dans la charte graphique de ce prospect, en fait, on avait une typo avec un logo qui était assez gros, assez imposant. On s'est dit, c'est dommage que sur le reste du site, on ait des typos qui soient un petit peu plus timides. On s'est dit, on va assumer le truc à fond. Et du coup, on a proposé une maquette un peu plus énergique, un peu plus punchy, qui rentre vraiment dans le sport, etc. Avec aussi ici une vidéo, un côté un petit peu plus déstructuré, etc. Des petites animations qui amènent un peu de dynamisme au site, etc. Mais vous voyez qu'on est vraiment sur des titres beaucoup plus assumés, des couleurs noires et jaunes qui tranchent vraiment, et du coup qui permettent justement de s'affirmer un petit peu dans un ton qui est un peu plus sportif, un peu plus rugueux, tout en faisant, tout en permettant d'avoir une DA qui est cohérente avec ce qu'on souhaitait. Donc en général, ce qui se passe, c'est que le client il dit c'est super, en fait j'aimerais bien un mix des deux. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Donc du coup, en fait, on verra tout à l'heure dans les maquettes qu'en fait on a un petit peu mixé les deux pour avoir un truc un peu plus cohérent. Et ce qui est intéressant quand même sur cette proposition aussi, le fait de démarrer le projet, donc avec, on l'a vu, les wireframes, qui nous permettent de mettre en place vraiment la structure et idéalement le contenu aussi du site. Derrière, avec cette double proposition de direction artistique, ça nous permet aussi, encore une fois, de sentir un peu le mood du client et qu'est-ce qu'il a envie. Justement, quand il nous dit j'aime bien les deux, c'est à nous d'aller creuser en disant qu'est-ce que tu aimes bien dans l'une et qu'est-ce que tu aimes bien dans l'autre. Et qu'est-ce qu'on va garder du coup de ces éléments. Et ça nous permet vraiment en fait,
à nouveau un peu resserrer en fait, l'entonnoir pour du coup derrière sortir avec vraiment ce qui fonctionne et de pouvoir décliner tout ça sur le reste du site. Exactement. Et du coup, par rapport à tout ça, nous, ce qu'on a fait, du coup, pourquoi on est passé aussi sur Figma, c'est qu'on a créé notre propre librairie. Donc, en fait, vous voyez que typiquement, dans notre projet Figma, on a une partie style sheet, donc feuille de style, où en fait, là, on va pouvoir éditer les couleurs qu'on choisit. Si ici, je mets du jaune, tous les éléments en bleu seront en jaune, etc. En fait, l'objectif, c'est vraiment de mettre les couleurs du client avec les différentes teintes, etc. Les couleurs primaires, secondaires, on peut en rajouter encore plus. On a les typographies aussi, on a les ombres, on a en fait tout un design système. On a vraiment, sur la transition Sketch Figma, on a vraiment élaboré un vrai design système qui était beaucoup plus complet. Et la force de Figma, c'est que ça nous a permis de le faire plus facilement. Sketch le faisait aussi, hein, on ne dit pas que Sketch ne le faisait pas, mais Figma nous a permis de le faire plus facilement sur la gestion des styles de couleurs, des styles de texte qui n'étaient pas forcément. Enfin, Sketch rattachait des styles de texte à une couleur en particulier, alors que c'est pas très pratique quand on a H1 et qu'on veut changer, mettre le texte en noir ou dans la couleur primaire. En fait, du coup, ça faisait des doublons de style. Enfin, c'était très complexe. Là, ça nous a permis de le faire facilement et même pour tous les éléments interactifs comme les boutons et compagnie. C'est ça. Vu que Figma propose aussi des variants de composants, tu peux peut-être le montrer rapidement. C'est aussi ça, la force de cet outil. Hein. C'est du coup de pouvoir rassembler en fait, à l'intérieur d'un seul composant plein de variantes différentes. Et peut-être Lolo, tu peux en parler rapidement. Ouais. Et moi, du coup, j'en profite dans le chat, je vais vous glisser parce que là, ce qu'on est en train de vous présenter, c'est ce que nous on appelle donc le PiloPress, qui est un peu la base justement de notre outil de travail. Enfin, c'est vraiment en fait sur ça qu'on se base pour créer les sites. Et du coup, on a une version qui est gratuite et qui est accessible aussi en ligne via Figma. Donc, ça peut être aussi l'occasion pour ceux qui utilisent XD, éventuellement de tester du coup Figma en téléchargeant le PiloPress. Donc, je vais vous chercher le lien, je vais le partager dans le chat. Du coup, comme l'a dit Jérôme, en fait, l'histoire des composants, etc., nous permet vraiment d'amener un petit peu plus d'interaction à nos maquettes. Donc là, typiquement, si je lance en fait mes wireframes, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des états de boutons. C'est-à-dire que quand on le survole, en fait, le web, maintenant, c'est beaucoup plus interactif qu'avant, où avant, on avait juste des boutons cliquables, on ne savait pas trop si c'était cliquable, etc. Là, l'objectif, vous voyez, c'était que dès qu'on se retrouve sur un bouton en hover, on a une couleur qui change. Quand on clique, hop, la couleur change aussi. Enfin, vraiment de créer des états qui font que en fait, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus accessible. On a aussi, si j'enlève ça, on a aussi créé des petits menus, vous voyez, des petites micro-interactions, etc., pour vraiment faire en sorte que ce soit le plus pertinent possible. Donc là, l'étape des wireframes, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, on a des gros blocs bleus, etc. Mais dans l'étape des maquettes, si je les montre, hop, ici, donc là, on est sur les maquettes finales. Vous voyez que typiquement, si je vais ici, vous voyez qu'avant, on avait proposé cette section-là, et au final, la cliente nous a dit, moi, j'aime bien cette disposition-là, donc du coup, en fait, on a fait un mix. Hop. Et du coup, lorsqu'on arrive dans le web design, en fait, les boutons, toutes les micro-interactions vont apporter un peu de dynamisme au site, et du coup, vont permettre, en fait, de mieux illustrer le propos. Et du coup, en fait, ça, ça a vraiment été ultra pertinent sur Figma. Moi, je n'avais jamais trop utilisé Sketch, mais je ne suis pas sûr que c'était aussi poussé et aussi simple d'utilisation sur Sketch. Je ne sais même pas s'ils avaient ça, en fait. Non, en fait, c'est pour ça que j'ai dit dans le chat que pour moi, Figma, c'est le meilleur des deux mondes entre Sketch et XD. C'est que Sketch était très bon dans tout ce qui était justement design system, faire un design qui est extrêmement clean, avec plein de composants, de symboles qui fonctionnent très bien entre eux. XD avait le côté plus itératif, prototypage, tout ça, mais qui n'était pas assez abouti. Pas assez abouti pour justement faire un design qui était solide. Et Figma, il s'est amélioré dans les deux domaines. Et en fait, pour moi, il a tué le game, quoi. Il a tué le game. Exactement. Donc du coup, effectivement, la transition entre Sketch et Figma s'est faite plutôt facilement. Enfin, en tout cas, nous, les équipes, maintenant, on kiffe vraiment travailler sur Figma, etc. Donc, c'est vraiment cool. Donc, voilà un petit peu pour Parquet Sport. En gros, là, ce qu'on a retenu, c'est vraiment de créer un flow de travail qui soit vraiment pertinent, c'est-à-dire de vraiment inclure aussi le client, ça on ne l'a pas dit, mais vraiment inclure le client dans chaque étape. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on lui présente les wireframes, on lui demande aussi de faire ses retours.
on essaie vraiment d'éviter l'effet tunnel où en fait on fait tout et le client à la fin il se retrouve avec un produit qui lui correspond pas vraiment. Donc en fait en lui proposant des pistes graphiques, en lui proposant des wireframes, en lui disant voilà, soyez libre de dire ce que vous souhaitez. L'objectif c'est pas que vous soyez enfermé que dans ces deux pistes, c'est aussi que vous nous proposiez des choses. Vraiment co-créer le site web. En fait, plus vous allez inclure votre client, plus vous allez avoir de feedback, plus vous allez avoir de chances de réussir votre projet. En fait. C'est ça. Donc en fait, c'est vraiment ultra utile de faire ces étapes-là. Et nous, on essaie de remettre un peu à chaque fois en question nos process pour essayer de toujours améliorer ça. Et du coup, on arrive à des petites évolutions, ce genre de choses. Mais globalement, les projets se passent plutôt bien dans la partie design parce que justement, on essaie de l'inclure le plus possible à différents niveaux. C'est ça. Et en fait, on passe beaucoup de temps aussi en amont sur tous ces éléments qu'on a vu donc d'arborescence, de récolter la donnée. Il y a toute la partie donc conseil et recherche qu'on a vu un peu donc quand on va commencer à travailler sur des moodboards. Je ne sais pas si tu en as sur Parc et Sport un peu des inspirations, mais sinon on pourra le voir sur Gestétudes. Mais voilà, l'intérêt aussi, c'est qu'on passe beaucoup de temps en amont pour en fait, préparer au mieux le projet, si je peux faire une comparaison. Enfin, pour moi, c'est un peu comme quand on fait de la peinture aussi, c'est-à-dire que tout le travail préparatif qu'on va faire pour la protection, en fait, pour préparer le matériel, nous permet derrière d'être très efficace. Et la peinture, en soi, ne prend pas beaucoup de temps. Nous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire en amont, toutes les infos, tout le travail qu'on va faire, nous permet derrière d'être efficace et d'éviter de décaler le problème et de le répercuter en fait, sur le développement, qui est souvent aussi une grosse partie. Et du coup, d'éviter que ce soit eux qui, du coup, récupèrent toutes les petites problématiques qu'on peut avoir, mais on essaie de les éliminer au plus tôt pour en fait, que le projet se déroule le mieux possible. C'est ça. Donc voilà un petit peu pour Parc et Sport. Du coup, c'est un projet qui était plutôt cool et sympa à faire. La cliente était vraiment top. Donc là, le site ne devrait pas tarder à sortir normalement. Là, il est en phase de pré-prod, etc. Mais du coup, normalement, ça ne devrait pas tarder. Donc on passe au dernier projet qui est Gestétudes. Donc ça, c'est Jérôme qui l'a mené de A à Z. Je vais le laisser en parler, c'est un peu son petit bébé. Son petit bébé, donc je vais lui laisser en parler. Gestétudes, un projet super intéressant parce que il a eu l'intérêt en fait, de couvrir un énorme panel de prestations qu'on peut faire, nous, à Pilotine, que ce soit l'identité visuelle, le web design ou du coup même derrière des prestations sur du print. Donc, c'était assez intéressant. Et puis, pareil, du coup, avec nos process où on a beaucoup inclus le client. J'ai aussi oublié, mais on a fait de l'illustration aussi sur mesure sur ce projet. Donc, en fait, on a vraiment fait plein de choses assez complètes qui étaient super intéressantes. Je vais vous montrer un peu le contexte. Du coup, je peux peut-être vous remontrer. D'ailleurs, en fait, tiens, je vais aller sur ce site-là pour vous montrer le site avant, à quoi il ressemblait. Si ça s'ouvre, mais sinon en attendant, je vais aller du coup, c'était sur Figma, je crois. Tac. Bon, ça c'est même une vieille version, mais en gros, Gestétudes, donc je remets dans le contexte, c'est un gestionnaire de résidence étudiante, et donc ils avaient une page assez daté, enfin pas très moderne du coup, sur des éléments en fait qu'ils essayaient de faire vivre, mais on était sur un site qui n'était pas forcément très pertinent pour leur cible et qui n'était pas forcément adapté aussi à l'ère actuelle. Du coup, tac, ça doit être là-dessus. Voilà. Je vais vous montrer un peu aussi le début du projet quand on travaille nous, sur un site comme ça, sur une refonte un peu globale. On fait un petit constat aussi pour essayer de sensibiliser un peu le client sur les points qui sont problématiques chez lui. Donc là, c'est ce que j'avais fait ressortir, c'est que sur les couleurs, par exemple, on était majoritairement dans des tons qui étaient bleus. Donc ça donnait un côté très institutionnel, un peu trop austère en fait, qui était aussi associé du coup à des nuances de gris. Enfin, on avait quelque chose de très sobre qui se faisait beaucoup à l'époque, mais qui, selon moi, ne correspondait pas du tout à leurs envies, parce que leurs objectifs, c'était vraiment aussi de mieux présenter leurs offres aux étudiants, de montrer aussi tout le côté humain, l'accompagnement, en fait, la proximité qu'ils avaient, parce que la force de Gestétudes, c'est qu'ils ont des gestionnaires aussi sur place
Donc, ils voulaient vraiment mettre ça en avant et de montrer en fait tous les services qu'ils proposent et à quel point en fait ils sont différenciants en fait de leurs concurrents. Donc, déjà pour moi, on avait un problème au niveau des couleurs, la typographie aussi, en fait, elle était un peu trop sérieuse, en fait, peut-être pas assez ludique. Enfin, ludique, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, je pense que c'était une typographie qui n'était pas assez adaptée à leur cible. Quand on parle aussi d'identité visuelle globale, et même sur un site, on a parlé tout à l'heure du contenu, du texte et des images. Bah, là, sur le site, on avait un peu des problématiques d'images parce qu'il se servait beaucoup dans des banques d'images gratuites ou payantes, ouais, Shutterstock, Adobe, enfin, il y en a plein. Il y a des bons visuels, mais il y en a aussi qui fonctionnent moins. Et là, par exemple, ils avaient des visuels qui véhiculaient une image un peu figée. En fait, on le voit là sur cette photo, en plus de mauvaise qualité, ça faisait très faux, c'est très sincère, c'est des poses qui n'étaient pas du tout naturelles et qui aujourd'hui ne parlent pas aux gens, ça donne pas envie de se plonger dans cet univers-là et cette ambiance. Donc nous, à partir de ce constat, derrière, on leur fait des recommandations en leur disant l'idée, c'est de moderniser, de rafraîchir l'image. Peut-être que pour les couleurs, on peut partir sur quelque chose d'un peu plus contrasté, plus dynamique, une palette de couleurs qui va être plus moderne, plus proche des codes que la cible qui va utiliser ce site sera sensible. Voilà, des couleurs chaudes. Donc, ils avaient vraiment cette volonté d'avoir quelque chose d'un peu plus humain, de convivial. Enfin, il y a un vrai accueil, il y a un accompagnement. Donc, voilà, en fait, c'est toutes ces dynamiques en fait, qui peuvent être mises en place à la réflexion au début pour orienter un peu les clients. Après, on leur montre rapidement, du coup, un mood board pour leur donner un peu des pistes visuelles déjà, pour voir aussi s'ils sont sensibles à ce genre d'éléments. En leur disant, voilà, en gros, vers quoi on pourrait tendre par rapport à vos objectifs, à vos cibles et tout ça. Pareil, si je fais aussi un contraste du coup avec l'iconographie, c'est plutôt d'avoir des images qui sont naturelles, des postures un peu moins figées. Et donc là, j'ai sorti aussi des exemples. Ça reste aussi des images qui viennent de banques d'images, mais on a quelque chose d'un peu plus naturel. On a des gens qui sont dans leurs éléments, qui sont en train de vivre en fait, et du coup, ça fait une grosse différence aussi après quand on les utilise pour notre communication. Les illustrations, c'est pareil. Peut-être ajouter des illustrations aussi pour présenter certains contenus, affirmer l'image de marque et aussi du coup se différencier et présenter plus facilement certaines valeurs clés. Donc voilà, ça c'est en gros à peu près le constat, en fait, comment on démarre sur le projet. Ensuite, on leur fait des pistes, des propositions avec différents moodboards. Voilà, donc là, on a des pistes avec, on va dire, des catégories distinctes, jeune et vibrant, coloré, corporate, contraste et audace. Donc, en fait, on présente tout ça au client et on en discute avec lui. C'est super important aussi de faire des points en direct avec le client, soit physique ou en visio. Ça se fait aussi. Physique, c'est pas mal parce qu'il y a plus d'échanges, c'est plus facile. Mais en tout cas, ça nous permet à nouveau de cibler. Et le client, ils vont nous dire, nous, on aime beaucoup cette piste-là. Ça, on aime moins les couleurs. Ici, on aime bien les photos qui sont utilisées. Et nous, tout ça, c'est des infos en fait, qui rentrent dans notre tête et on se dit, OK, alors, je vais piocher ça. Qu'est-ce qui est important pour eux? Et on arrive à mettre des mots-clés en disant, OK, j'ai bien compris, en fait, vous n'aimez pas du tout ça. Vous êtes très sensible à la couleur. Donc, on va essayer de travailler une palette colorée qui sera super ludique. Enfin, en fait, nous, on va piocher plein d'éléments. Et au fur et à mesure donc, de l'évolution du projet, on arrive à affiner un peu le projet, quoi. Là, je peux vous montrer aussi, du coup, je vais le mettre en présentation, je pense que c'est un peu plus lisible. C'est du coup la charte graphique qu'on a fait pour eux. Alors, je ne vais pas passer en détail dessus parce que ça a déjà été fait d'ailleurs dans un autre webinaire. Je vais vous partager aussi le lien parce qu'on a du coup Estelle et Valentine, deux autres directrices artistiques de Piloting, qui ont fait aussi un webinaire justement sur l'identité visuelle. Et donc, elles parlent un petit peu de ce projet-là. Mais en tout cas, je vous le mets dans le chat. Vous verrez que sur notre chaîne YouTube aussi, on a vraiment plein de contenus. Mais donc là, le lien que je vous partage, c'est vraiment orienté sur l'identité visuelle. Donc, vous allez avoir toutes les clés aussi pour bien réussir une identité visuelle. Moi, je vous montre ce projet un peu global pour vous expliquer un peu du coup le process qu'on a eu sur ce projet-là. Donc voilà, pour ce projet, on est parti donc sur
l'identité visuelle avec le logo. Donc, on a vraiment, à nouveau, c'est ce que je disais, par rapport aux informations qu'on a reçues, une des pistes qui s'est dégagée, on a fait plein de propositions, mais une des pistes qui est restée, en fait, ça c'est ce qui a été gardé et sélectionné ensuite par le client, parce que je pense que des logos, il y en a eu une bonne dizaine qui a été présentée avec plusieurs nuances et compagnie, mais en tout cas, après, encore une fois, en discutant avec le client, on arrive à orienter un peu plus. Et là, l'idée, c'est d'avoir un petit smiley à la place du U pour valoriser l'humain, en fait, et donc de faire ressortir déjà au niveau de leur logo et de leur identité un des objectifs et une des valeurs clés de Gestetude, quoi. Donc, on le retrouve déjà dès le début, dès la base du projet, dans le logotype. Je ne vais pas vous montrer tout en détail. Là, c'est les déclinaisons du logo. On commence à apercevoir un peu la palette de couleurs. Là, c'est les interdits, tout ça. Je vous conseille vraiment d'aller voir le webinaire sur YouTube en replay pour avoir un peu plus d'informations sur l'identité visuelle. Voilà, si je reviens du coup sur la palette de couleurs, ensuite, ce qui a été du coup retenu, c'est qu'on allait avoir un site assez coloré parce qu'il voilà, il fallait parler du coup à la cible qui était beaucoup plus jeune et assez sensible au fait à des éléments qui sont contrastés, qui sont pop, qui sont un peu modernes et qui représentaient un peu mieux leur mood, leur ambiance. Et c'est aussi des choses qu'on a fait ressortir en fait dans le mood board. Hein. Ouais. Ces éléments qu'ils ont pu voir en amont, ils ont dit bah oui, nous on est sensible à ça, donc on a pu partir là-dessus, on a pu leur proposer un site avec beaucoup de couleurs, enfin quelque chose d'assez coloré, d'assez contrasté. Après, pareil, pour le travail de la typographie, si je dois en présenter qu'une, par exemple, je pourrais présenter donc la Panamera. C'est une typo qui a été choisie parce qu'elle était légèrement déformée. Elle avait un côté un peu flottant en fait dans son écriture. C'est une typo linéale, donc qui est assez simple. L'idée, c'est que la typo linéale, elle confère souvent un côté très humain, un côté vraiment proche, en fait, une proximité, il y a une rondeur en fait qui fait que c'est un côté chaleureux. Et surtout, quand tu es utilisé en minuscule, la majuscule fait un peu plus austère, un peu plus sérieux. En minuscule, il y a un côté vraiment plus accessible et que du coup, on a voulu mettre en avant sur le site. Donc, je passe un peu rapidement à l'identité visuelle parce que ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, derrière, je vais vous montrer du coup les maquettes, à quoi ça ressemble et du coup, comment on a pu faire vivre tous ces éléments-là au sein du projet web. Donc, du coup, là, on est sur les maquettes sur Figma. Et donc, on a travaillé, donc voilà, encore on voit aussi qu'on retrouve cette rondeur un peu qu'on a essayé de reprendre donc, de la typographie, essayer de rajouter un peu cette rondeur pour le côté convivial, proximité. On a des visuels qui sont assez chaleureux, donc voilà, des gens qui sont dans un espace commun, mais assez cosy. L'idée, c'est vraiment de parler à la cible, en fait, de sensibiliser du coup la cible. Là, c'était les jeunes, c'est eux. Enfin, certes, c'est les parents aussi hein, qui vont financer derrière la résidence, mais en tout cas, si les jeunes sont conquis par les services qui sont proposés, par ce qu'ils retrouvent, bah, il y a de fortes chances que du coup derrière ça concrétise et que ça aboutisse au dépôt d'un dossier, quoi. Et puis c'est ça, c'est que dans chaque élément que Jérôme a proposé, en fait, il y a vraiment cette réflexion. Vous voyez, bah, la typo est ronde, elle est un peu plus friendly, un peu plus agréable et un peu plus jeune. Bah, on retrouve aussi de la rondeur dans les formes, on retrouve cette espèce de chaleur un peu humaine dans les photos. Enfin, on essaie vraiment du coup d'avoir un discours qui est cohérent sur chaque axe et sur chaque élément visuel qui compose en fait une page web. C'est vraiment l'objectif de ne pas avoir quelque chose qui est dissonant, c'est vraiment l'ensemble qui est harmonieux et du coup fait que ça vit plutôt bien, quoi. C'est ça, exactement. Donc là, pour le coup, c'était un site qui était assez différenciant hein, parce qu'il n'était pas vraiment proche en fait, des concurrents qu'il peut avoir, parce qu'en fait, on est souvent dans le secteur de l'immobilier, donc on est sur quelque chose d'un peu plus élégant, un peu plus classe, un peu plus premium. Là, vu que nous, on s'est un peu, on va dire, échappé du secteur d'activité pour plutôt se concentrer vraiment sur la cible, qui était l'objectif principal en fait, de ce projet-là. Donc, c'est pour ça, des fois, il faut un peu faire la distinction aussi et faire des choix. Là, on a eu la chance aussi que les clients nous suivent dans les envies en fait, qu'on leur avait proposées et sur les objectifs qu'on essayait de développer avec eux. Et du coup, eux, ils étaient vraiment conquis. Puis en fait, on a réussi à trouver du coup vraiment une connivence entre nous hein, sur les envies et ce que nous on pouvait leur proposer. Et du coup, ils ont adhéré et on a pu donc sortir un site
très colorés, avec des illustrations qui sont faites sur mesure par Valentine. Alors, on a vraiment pu mettre ça en place et du coup avoir quelque chose d'assez moderne et qui correspond en fait à leurs besoins. Donc ça, c'était super important. Je peux vous montrer aussi, je pense que le site est en ligne, hein, il me semble. Geste études. On peut vous le mettre aussi dans le chat si vous voulez aller le consulter. On voit un peu le site une fois qu'il est développé. Donc, en plus, là, on a les petites apparitions en fade-in, etc. Mais voilà, en fait, ouais, c'est vraiment un travail qui a été pensé à chaque étape. C'est vraiment fait pour que ce soit un vrai univers qui est créé et pas uniquement juste un site web, une coquille. L'objectif, c'est vraiment d'avoir tout un univers qui est cohérent, quoi. C'est ça. Je vois qu'on a une question dans le chat et justement, je vais y venir tout de suite sur l'utilisation des typos. On reviendra un peu sur cette slide, mais effectivement, sur la typographie, on a pas mal d'outils nous à vous proposer ici, donc on vous partagera de toute façon la présentation, donc vous pouvez retrouver ces différents éléments. Il y a les Google Fonts, donc c'est des typographies qui sont gratuites, libres d'utilisation dans tout domaine, que ce soit personnel, commercial, enfin là-dessus il n'y a pas de souci. Il y a un énorme choix. On retrouve d'ailleurs souvent les mêmes sur les sites internet aujourd'hui parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui vont sur Google, surtout qu'elles sont vraiment optimisées aussi pour une utilisation web, c'est-à-dire qu'elles sont légères, il n'y a pas trop de temps de chargement. Mais il y a plein d'autres solutions aussi. Il y a des fontes qui viennent de Adobe. Nous, on peut les utiliser parce qu'on a une licence Adobe, donc ça nous permet d'utiliser de manière commerciale les typographies. Mais après, il y a d'autres fonderies comme MyFont, FontShare, qui vous permettent, il y en a vraiment plein. Je vous conseille aussi d'aller regarder un site qu'un YouTuber a posté récemment. Enfin, d'ailleurs, ils ont refait une modification, mais qui s'appelle Pousse ta fonte. Super intéressant pour aller chiner un peu des typographies. Il y a des gratuites, il y a des payantes. Par contre, renseignez-vous bien effectivement sur les droits d'utilisation parce que ça peut être une vraie problématique derrière si les clients ils doivent payer en plus une licence. Donc ça, c'est aussi à voir avec votre client au départ s'ils sont prêts à mettre de l'argent pour avoir une fonte qui va un peu sortir du lot ou s'ils veulent rester dans quelque chose de plus abordable avec des typographies qui sont gratuites. Je continue donc avec les ressources. On peut partir du coup sur les ressources. On va en parler un peu ensemble. Et on reviendra après sur un des éléments, des données clés un peu du projet. Mais d'abord, on va vous parler des ressources parce que du coup, c'est un élément qui est ressorti dans le chat. Là, c'est un peu les outils, c'est les bonnes pratiques du coup. Suite à ce qu'on a vu là sur ces 3 études de cas, du coup, on a déconstruit un peu. On a été un peu rapide parce que on a 1 heure un peu plus peut-être à faire, mais en tout cas, on a essayé de vous montrer un peu le process de construction du site et quelles sont les astuces, quelles sont les clés que vous pouvez utiliser pour réussir aussi vos projets. Et du coup, là, on a quelques ressources à vous partager, notamment d'ailleurs, premièrement pour l'inspiration. Les aspirations, c'est vrai que ça fait vraiment partie du cœur du métier du designer. En soi, nous, c'est vraiment je ne sais pas combien d'heures on passe de veille, que ce soit au travail et en dehors. L'objectif, c'est vraiment de toujours être un peu alerte sur les tendances, savoir un petit peu, sans tomber dans le piège qu'on évoquera tout à l'heure, mais de savoir un petit peu les tendances qui se dégagent, voir un petit peu, nourrir son œil. En fait, c'est ce qu'on appelle nourrir son œil, c'est vraiment d'avoir plein de sources d'inspiration différentes pour justement toujours être un peu alerte à ce genre de choses. Ça peut passer par du design simple, c'est-à-dire des projets web ou print, etc. Ça peut aussi être des sites web qui sont déjà créés avec des micro-interactions. Donc en fait, pour faire un petit tour rapide, là on a Musli qui est une extension, qui est une extension Chrome qui permet en fait de capturer un petit peu toutes les tendances, etc., qui va mettre en avant en fait des projets plutôt cool du web, avec des liens directs vers les projets, avec des articles aussi Medium. Je crois que ça pousse des articles Medium. Enfin, ça pousse pas mal de contenus différents dans lequel vous pouvez aller un peu chiner le contenu qui vous intéresse. Le plus connu, je pense que de toute la liste, ça doit être... les 2 plus connus pour moi, c'est Behance et Pinterest.
Behance qui est peut-être un petit peu plus pro et axé vraiment création graphique pure. Pinterest, vous allez retrouver beaucoup d'autres choses. Vous pouvez trouver des recettes de cuisine. Enfin, c'est un peu plus fouillis, mais vous pouvez aussi trouver d'excellentes choses sur Pinterest. Behance, c'est vraiment, vraiment pro. Ça appartient à Adobe, donc du coup, ça pousse un petit peu aussi les projets Adobe, etc. Dribbble, qui est un petit peu une sorte de grande bibliothèque où tout le monde poste un petit peu ses projets. Le danger de Dribbble, je trouve, c'est qu'en général, il y a des trucs qui sont très cool, mais qui sont fictifs. Ouais. Et surtout, en fait, je pense que vous montrez un projet Dribbble, je pense que si on ouvre Dribbble tout de suite et qu'on, sur la première page, on tombe sur quelque chose, je pense qu'il y a des développeurs qui vont nous tabasser si on leur montre ça. Mais typiquement, voilà, ce genre de choses, etc., c'est des choses qui sont très belles, mais qui ne répondent pas forcément à un besoin qui est réel. Donc, c'est assez complexe de justement chiner ce qui est bon, ce qui n'est pas forcément bon. Mais voilà, Dribbble, ça peut être vraiment une très bonne source d'inspiration, apprendre avec du recul. Pinterest, on en a un petit peu parlé. Et Awards, moi, je pense que c'est peut-être l'endroit où je passe le plus de temps, parce qu'en fait, c'est des sites qui sont développés et surtout qui permettent en fait d'avoir tout de suite les sites les plus cool, un peu C'est vraiment des tendances modernes, hein, pour le coup, effectivement. Ouais. Awards, il va vraiment récompenser l'innovation un peu quand même dans le web. Exactement. Mais nous, ça nous permet de vraiment voir les tendances. Et en fait, aujourd'hui, souvent, les clients n'ont pas le budget pour avoir ce genre de site. On en parlera aussi après, un peu du budget et du temps. Mais les clients n'ont pas forcément le budget, mais en tout cas, nous, ça nous permet d'aller piocher un peu de l'inspiration et de voir s'il y a des petites choses qu'on peut récupérer à droite à gauche. Et l'idée, c'est de se tirer vers le haut, en fait, en permanence, pas de rester sur ses acquis, mais d'aller chercher un peu plus haut, en fait, et un peu plus loin pour avoir plus d'ambition. Et le dernier, là, c'est plus un outil que nous utilisons nous en interne, qui est Raindrop. Raindrop, en fait, ça nous permet en fait de sauvegarder des sites et en fait d'en créer dans des catégories, etc. Et du coup, très rapidement, si par exemple on cherche, voilà, on va créer un site pour une agence de voyage, etc. On a déjà, en gros, piné un peu des sites qui sont cool, qu'on trouve sympas, donc on se les partage entre designers. Et du coup, en fait, très rapidement, on peut les retrouver. Et en fait, ça va nous donner un peu déjà des idées de thématiques, des idées qui sortent un petit peu du lot, etc. Et qui vont permettre, en fait, justement, de ne pas se contenter uniquement des sites sur lesquels on irait directement faire un petit benchmark. Là, ça va nous permettre un peu d'étendre un peu notre univers et du coup de savoir ce qui se fait ailleurs. Donc ça, c'est plutôt pratique. On se le partage plutôt régulièrement. Ouais, c'est ça. Des petites pépites qu'on se met. En fait, c'est vraiment une veille commune et qu'on essaie d'organiser un peu pour retrouver plus facilement des références. Et puis, derrière, quand on fait un peu justement notre travail d'inspiration, de benchmark sur un projet, on peut les dire, tiens, eux, ils sont le secteur de la tech. Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant dans ce secteur qui va me permettre de m'inspirer pour mon nouveau projet, quoi. Exactement. Les couleurs, les couleurs, c'est un petit peu plus. Mais il y a plein d'outils différents. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser parce qu'en fait, nous on les utilise avec parcimonie. Ça dépend déjà si on a une charte graphique ou pas. Mais en tout cas, voilà, là vous avez différents éléments. Donc Adobe Color, Material Design, il y a Colors aussi. Il y a plein en fait d'outils en ligne qui vous permettent de générer des palettes de couleurs, essayer de trouver de l'inspiration un peu sur quelle tendance je veux. Il y a aussi des sites qui vous permettent, d'après une photo, de sortir un peu les couleurs principales. Si vous êtes inspiré par une photo de couleur d'automne, ça va vous générer une palette, ce genre de choses. Ce qui est intéressant aussi sur ces outils, c'est que ça vous permet, moi je trouve que pour le web, c'est intéressant, c'est que ça vous permet de checker aussi l'accessibilité en fait, de votre couleur. Si tu vas sur Adobe Color, effectivement, je vais vous mettre ça aussi dans le chat, tiens. Et on a un outil d'accessibilité qui nous permet de vérifier le contraste des couleurs. Donc ça, les filles en ont parlé aussi dans l'autre webinaire, mais j'en reparle rapidement ici. C'est que c'est très important aussi dans votre design d'avoir un contraste qui est suffisant. Il y a des normes d'accessibilité qui vous permettent d'avoir un niveau de lecture suffisant. Et nous, quand on crée une palette colorée,
cet outil nous permet de vérifier si le rapport de contraste est suffisant. Donc là, en fait, il y a des normes. Je crois qu'il faut être au-dessus de 7 sur 1, je crois, pour avoir un ratio. Mais voilà, on voit bien que là, si la couleur de fond, donc le bleu clair, on l'éclaircit, le texte n'est plus lisible et il nous indique bien donc, ces deux couleurs ne sont pas compatibles. Donc ça, c'est un élément qui est assez important, je trouve, dans le web aussi pour vérifier ces différents contrastes, quoi. Exactement. Voilà, on ne va pas tous les passer en revue. Je pense qu'on peut. Les typographies, on en a parlé. Et du coup, pour finir, hein, nos outils. Évidemment, le principal, c'est Figma, un big love à Figma, qui est l'outil qu'on utilise le plus et qui est vraiment le plus adapté pour moi pour le web design aujourd'hui. Et derrière, on a évidemment la suite Adobe, hein, qui va nous servir donc pour l'illustration, pour la retouche de photos. Vu qu'on fait aussi du motion design, on va pas mal se servir de After Effects ou même de Premiere pour faire un peu de montage. Donc voilà, ça c'est vraiment nos outils phares. On va terminer rapidement la présentation, enfin prendre une petite conclusion et des questions si vous en avez. Juste pour vous donner un peu un exemple aussi, un ordre d'idées sur les 3 projets qu'on a vus ensemble, sur le temps qui est un peu provisionné et puis aussi le budget. Albarès, le tout premier qu'on a vu, donc on a fait la prestation de naming, on a fait derrière les wireframes, le web design, on a fait donc des illustrations sur mesure et j'en ai pas parlé aussi parce que je ne l'ai pas montré pendant l'étude de cas. Je crois qu'elle était là, mais on a fait aussi, on a fait un shooting photo aussi pour le client, parce que pour le coup, on s'est dit que ce serait bien qu'ils aient des vraies photos qui soient actuelles et pas justement des images banque de données, mais des photos qui correspondent à leur environnement. Donc ça, c'est aussi une prestation qu'on avait inclus avec Albarest. Là, on est sur, c'est plus ou moins, on n'a pas les données exactes, mais voilà, on est sur une bonne trentaine de jours et un budget qui est entre 20 et 25 000. En comparaison, Parquet Sport, où on a eu surtout la partie donc, web design. Enfin, donc on a commencé avec le conseil recherche, les moodboards, de l'inspiration, wireframe, puis web design. Là, on a un peu moins de jours et on est sur un budget un peu plus petit, entre 15 000 et 20 000 euros. Voilà. Et Gestétude, pour le coup, qui est lui beaucoup plus complet. On n'a pas eu le naming, hein, mais on a quand même eu l'identité visuelle, donc la réalisation du logo, de la charte graphique. On a eu ensuite toute la conception web, des wireframes jusqu'au web design. On a ensuite eu des illustrations qui ont été faites aussi sur mesure pour le site, mais aussi pour d'autres supports. Et la création de support prints, qu'on n'a pas vu non plus en détail, hein, mais c'est pour vous montrer un peu aussi une déclinaison. D'ailleurs, si je reviens sur Gestétude, vous montrer un peu comment aussi l'identité qu'on met en place peut vivre sur d'autres supports. Donc voilà, là, on a réutilisé la palette de couleurs, les typographies, les illustrations. Donc voilà, ça faisait aussi partie de la presta. Donc on avait quelque chose de beaucoup plus important. Et là, on est sur un budget, donc c'est le budget parmi les 3 projets le plus haut, qui est entre 25 et 30 000 euros. On a parlé tout à l'heure des sites awards. Les sites awards, ils vont être, suivant la complexité du site, mais ils vont souvent être au-dessus parce qu'on va rajouter vraiment cette brique aussi d'animation. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais il y a toute cette partie d'animation, de micro-interaction qu'on peut mettre en place sur les animations de boutons, d'animation de sections, qui vont prendre beaucoup de temps et en design et en développement. Donc forcément, c'est un budget supplémentaire. On finit par une petite conclusion des choses qu'il faut garder en tête et des petits pièges à éviter. Donc la première partie, c'est ne pas oublier ses objectifs de communication. Donc ça reprend un petit peu ce qu'on se disait en introduction. On ne design pas pour soi, mais pour nos utilisateurs. C'est-à-dire que ça aussi, c'est vraiment sensibiliser le client, c'est-à-dire lui dire, voilà, vous aimez ça, vous aimez ce style-là, etc., mais ça ne correspond pas forcément à vos utilisateurs. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de lui dire, attention, on ne design pas pour vous, on design vraiment pour vos utilisateurs. Alors oui, même si le client est décisionnaire à la fin, l'objectif, c'est vraiment aussi de le challenger par rapport à ça et de lui dire, attention, soyez vigilants, peut-être que vous, ça vous correspond, mais ça ne répondra pas aux objectifs que vous vous fixez parce que la cible est différente de vous. Voilà. C'est ça. Un autre point, c'est de prendre du recul aussi. Ouais, complètement. Essayez de prendre du recul un peu sur votre travail, sur vos maquettes. N'hésitez pas à le partager. Nous, on le fait entre nous au sein du pôle design à la fin de la production qu'on va faire en design. On le partage aux autres designers pour avoir un peu leur retour, leur feedback en disant
toi, quand tu as la tête dans le projet, tu ne vois pas forcément tout. Donc, du coup, c'est intéressant de prendre un peu du recul et aussi de se faire aider un peu des autres. C'est ça, exactement. Et penser aux déclinaisons, c'est peut-être plus une chose à garder en tête, mais là, c'était plus axé sur le design system, justement. C'est-à-dire de vraiment prévoir une palette de couleurs qui se décline, des composants aussi qui se déclinent. On en parlait tout à l'heure avec les boutons, etc. C'est vraiment essayer de penser au cas max pour justement éviter d'avoir par la suite des petits blocages, etc. C'est vraiment faire en sorte d'avoir quelque chose de très complet dès le départ pour pas que ça nous gêne par la suite. C'est ça. Ensuite, on avait aussi quelques petits pièges. Les pièges à éviter, c'était par exemple de suivre une tendance à tout prix. Donc typiquement, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Nous, notre objectif, c'est de nourrir notre œil, de faire en sorte que voilà, on soit alerte à tout ce qui se fait dans le monde du design. Mais typiquement, il y a des choses qu'il faut éviter à tout prix. Je crois dans les années, il y a 2-3 ans, il y avait une grande mode, c'était le newscomorphisme. Si tu arrives à l'écrire. Si j'arrive à l'écrire sans faire de faute, c'est absolument merveilleux. Alors, peut-être, nickel. Il n'y a pas de raison de ça. Tu veux le newscomorphisme ou le scomorphisme? Je pense qu'il va me montrer tout de suite. Voilà. À un moment, la grande tendance, c'était ça. Et en fait, tout le monde sur Dribbble faisait ce genre de projet. Là, vous voyez, il y en a à la pelle. Et en fait, ok, c'est cool, mais est-ce que c'est utilisable? Est-ce que vraiment, il y a des clients qui vont se dire « Ah bah oui, je vais utiliser ça ». Je pense que dans le web que vous voyez actuellement, il n'y a absolument aucune société qui s'est dit « Ah, mais c'est une trop bonne idée, je vais partir là-dessus ». Tout simplement parce qu'en fait, ça ne répond pas forcément à un besoin. Il n'y a pas forcément d'identité propre et c'est pas forcément extrêmement déclinable. Mais voilà, c'était juste, je pense, un exercice de style. Mais les gens qui ont voulu vraiment se lancer là-dessus, ça a duré genre 3 mois. Et du coup, c'est ça quand on dit qu'il faut éviter absolument d'être dans une tendance à tout prix et de se dire c'est ça qu'il faut, c'est un peu dangereux. On a aussi foncé tête baissée dans la production. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on reçoit le projet, ce qu'on fait absolument pas, c'est de se dire « Ah ok, on a ce projet-là, let's go, je vais commencer à travailler ». En fait, si on n'a pas toutes les informations en amont qu'on évoquait au tout début, en fait, vous êtes sûr que vous allez vous planter. Et aussi, une autre chose, c'est que la première idée qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à un site web, à peut-être des petites choses, etc., c'est rarement la bonne parce que c'est celle que tout le monde peut-être aurait pensé ou qui ne se différencie pas assez ou tout simplement, vu qu'elle est très accessible, elle ne sort pas vraiment du cadre, elle n'est pas forcément très créative. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir du recul par rapport à ça et de se dire, ok, j'ai eu mon idée, mais peut-être que je vais la rechallenger pour justement avoir un truc qui est quali. Voilà, exactement. Et du coup, nous, on a fait à peu près le tour. On peut juste dérouler les slides pour aller un peu plus loin, pour vous donner quelques informations. Et si vous avez des questions aussi dans le chat, c'est le moment de les poser et on va y répondre. D'ailleurs, je vois donc pour les micro-interactions, vous faites sur After Effects et vous utilisez l'extension Body Moving pour avoir le fichier JSON. Alors, ça dépend des micro-interactions, mais effectivement, c'est une des options qu'on peut avoir. Souvent sur des animations qui sont effectivement un peu plus poussées, c'est le process qu'on va avoir. Effectivement, on va faire des animations sur After et on l'exporte avec Body Moving. Sinon, on essaye de faire pas mal de choses aussi de manière native. Déjà, Figma nous permet aujourd'hui de faire des micros d'interactions qui sont un poil plus poussés. Ouais. Lui, il va automatiquement en fait interpréter un peu les différentes étapes du composant. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, ça nous permet déjà sur le prototype d'être assez précis, mais pour tout ce qui est un peu plus poussé, on va plutôt privilégier tout simplement After Effects. Si on a des animations, typiquement des SVG, etc., on va exporter du Lottie. On essaie d'adapter un petit peu nos exports pour faire en sorte que ce soit le plus cohérent possible, en fait, tout simplement. C'est ça, c'est exactement ça. Tu posais la question aussi, du coup, est-ce qu'on fait des animations Lottie? Voilà, ça nous arrive pour des animations de pictogrammes ou des choses comme ça. On va utiliser c'est typiquement ces extensions-là qu'on va utiliser pour les développeurs. Je continue rapidement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'enchaîne juste moi sur la fin de la présentation. Je vous encourage du coup à aller
notre chaîne YouTube donc de Pilotine. Si vous tapez Pilotine sur YouTube, vous trouverez facilement. Parce que vous avez vraiment plein d'informations de tout niveau. Ça peut intéresser aussi peut-être votre entourage s'ils ne sont pas dans le même domaine que vous. On a plein de choses sur le web marketing, sur les stratégies digitales, sur le design. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces contenus parce qu'il y a vraiment plein de choses intéressantes. Et puis, on vous encourage du coup à nous suivre aussi sur Instagram et sur LinkedIn. Vous pouvez aussi évidemment ajouter le capitaine qui est un très bon ambassadeur de Pilotine. Mais voilà, si vous voulez avoir un peu, être tenu au courant, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes là aussi, que vous avez vu les posts sur ce webinaire. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Et puis on retrouve aussi enfin tous les liens là, ce sera plus vous de votre côté quand vous aurez la présentation dans les mains, c'est tous les liens un petit peu de nos outils, nos prochains webinaires, etc. Enfin toute un petit peu la com de Pilotine qui va vous permettre en fait d'avoir les derniers outils, etc. Nous ce qu'on utilise en interne. Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. On a fait un petit peu le tour de tous nos projets. On va se laisser encore un petit peu de temps pour répondre à des questions s'il y en a. Ouais. Et puis voilà. Alors j'aimerais recevoir la présentation, merci. Alors elle sera accessible tout de suite après après le live, ouais. Je ne sais plus comment c'est envoyé. Moi non plus, non, mais vous aurez la présentation. Ouais. Et sinon, au pire des cas, suivez-nous sur LinkedIn et vous êtes sûr de l'avoir. Il y aura un post récap, je pense. Ouais. Mais je crois qu'on peut partager via Livestorm effectivement des ressources, des documents. Donc depuis le replay, je pense que vous aurez accès aussi à la présentation. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On voit que ça écrit un peu dans le chat, donc. Okay. Ça nous remercie en tout cas, bien joué Loïc. Bravo. Un beau travail. Donc voilà. Allez, écoutez, ouais, avec plaisir. Et puis, si vous avez aussi d'autres questions plus tard par la suite, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn. On pourra y répondre. Vous pouvez nous envoyer un message directement. On pourra y répondre. Et puis, moi, je relance aussi un peu le Pilopress que vous avez vu sur Figma. N'hésitez pas à le télécharger, à laisser un petit commentaire si ça vous plaît aussi, parce que nous, ça nous permet d'être un peu mieux référencés sur cette solution. Et à nouveau, on a aussi un channel Slack qui est dédié à cette solution. Donc, si vous avez des questions aussi sur l'utilisation de tout ça, n'hésitez pas à nous écrire et nous, on se rendra disponible pour répondre à vos questions si besoin. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir clôturer un petit peu ce webinaire. Absolument. En tout cas, merci à vous de l'avoir suivi. Merci. Et puis, on se donne peut-être rendez-vous une prochaine fois pour un autre webinaire sur le design. En tout cas, passez une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Salut.